Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Maxime, je travaille chez Urban Linker, Paul, mon collègue également. On est hyper content de vous voir aussi nombreux ici aujourd'hui et on va essayer de vous donner un peu de visibilité sur le marché du recrutement, très axé startup parce que c'est ce qu'on fait nous au quotidien, et puis vous donner quelques tips pour réussir à être embauché dans là où les meilleures startups en fonction de votre parcours et de ce que vous avez envie de faire demain. Peut-être avant qu'on commence, est-ce qu'il y en a déjà qui ont travaillé dans des startups ou qui envisagent potentiellement de le faire? Ok. Et il y en a qui ont déjà un employeur ou qui ont déjà trouvé un job pour la sortie de 42? Ok, pas encore. Bon, bah cool. Paul, je t'en prie, je te laisse. Voilà un peu comment va se dérouler voilà, les quelques minutes qu'on va passer ensemble. On va essayer de vous présenter Urban Linker, ce que c'est, notre concept, comment on travaille au quotidien et comment on accompagne des développeurs à trouver le métier de leur rêve. On vous parlera un petit peu du marché du recrutement digital en France et puis surtout à Paris et comment on peut mettre en valeur son profil à travers différents canaux quand on recherche un job. Et puis on essaiera de vous parler un petit peu des process de recrutement. Ça devrait durer une quarantaine de minutes. Et après, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, on va commencer par nous présenter du coup Urban Linker. Nous, pour comprendre, on est cabinet de chasseurs de tête, mais pas que. En fait, on a été créé il y a maintenant 8 ans. À l'époque, c'était tout de suite, si vous voulez, pour créer un positionnement différent en fait sur le marché du recrutement, notamment chasseurs de tête type anglo-saxon, costard-cravate, qui n'était pas du tout adapté au milieu du digital. Et on a accompagné à l'époque du coup les premières startups qui se lançaient, donc les Litchi, les Blablacar, les Deezer, les Leboncoin, ce qui nous a apporté une expertise, nous, et surtout, on a vraiment axé notre positionnement côté candidat, vraiment sur le parcours professionnel du coup du candidat. Donc le but pour nous, c'était à la fois de mêler les meilleurs talents du web avec les meilleures startups de l'autre côté, évidemment, sur des projets intéressants, mais aussi accompagner du coup ces startups-là dans leur création d'équipes techniques, sur le côté conseil, justement, quelles sont les best practices pour créer une équipe technique viable dans le temps et aller trouver les meilleurs talents, avoir une meilleure attractivité aux yeux justement de ces marchés des développeurs qui étaient tendus à l'époque. Donc en quelques chiffres, maintenant, ça fait 8 ans, effectivement, on est un des plus anciens cabinets maintenant spécialisés digital sur le marché parisien. On a attaqué évidemment la province, on a ouvert Lyon il y a maintenant un an, qui s'occupe aujourd'hui de Lyon et toutes les autres grandes métropoles qui vont commencer à exploser petit à petit. Il va y avoir certainement Nantes, Montpellier et autres qui, à force d'incubateurs, d'écoles, finissent par éclore de nouveaux projets et plein de startups aussi là-bas. Donc on est très actif aussi sur ces sujets. Et du coup, en parallèle de ça, on s'est quand même depuis 8 ans maintenant aussi beaucoup implanté dans l'écosystème, que ce soit par des partenariats du coup avec des fonds d'investissement, que ce soit évidemment la présence sur les salons. On a fait le Vivatech, on a fait le Startup Career Day pour ceux qui sont peut-être passés. Et aussi, surtout, on a beaucoup de meet-up en fait, de communautés de langage. On a accueilli la communauté JS, la communauté React Native, la communauté Ruby. C'est pour nous un excellent moyen justement de faire vivre cet écosystème, d'y participer pleinement et d'être un acteur à part entière du coup, parce que nous aussi, le but pour nous, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe, de toutes les dernières nouveautés. On est, si vous voulez, sur cet ADN très passionné, c'est notre point commun, c'est qu'on n'est pas dev, mais on peut parler tous le même langage parce qu'à force, effectivement, d'échanger, de comprendre un peu les derniers tips, les dernières évolutions, on est mordu de ça aussi, comme vous, en fait, au final. Alors, c'est un concept original, c'est ce que je rappelais. Donc, du coup, aujourd'hui, on est passé leader sur ce marché-là, c'est-à-dire leader en termes de placement auprès des startups parisiennes notamment. Donc, dans les noms que je vous ai cités tout à l'heure, les Litchi, le Blablacar, les Deezer, c'est devenu aujourd'hui des mastodontes sur le marché. Donc, aujourd'hui, c'est plus des noms dernièrement qu'on pourrait citer comme Zenly et Molotov qu'on a accompagnés. Mais c'est resté effectivement notre cœur de métier, la création d'équipes tech de startups en voie d'accélération suite à des levées de fonds. Donc que ça soit la première ou la deuxième levée de fonds, que généralement c'est à ce moment-là qu'on intervient, quand ils n'ont pas encore internalisé quelqu'un justement qui va aller s'occuper de ces profils tech en interne. Donc c'est vraiment les petites équipes techniques, c'est là où justement il y a des projets intéressants pour vous de l'autre côté, c'est que c'est des petites équipes qui sont de 1 à 5 développeurs où du coup vous aurez le potentiel d'arriver sur un projet challengeant, que ce soit un truc from scratch ou en cours, mais en tout cas assez early stage pour vous, qui soit stimulant techniquement, et où vous pourrez aussi prendre des responsabilités assez rapidement, évidemment, parce que qui dit petite équipe technique, dit prise de responsabilité aussi assez rapide dans le temps. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, en tout cas pour la nouvelle génération de développeurs, c'est que les startups, elles lèvent de plus en plus de fonds.
on essaiera de vous donner de la visibilité tout à l'heure, mais grosso modo, la startup garage, c'est un petit peu fini. Aujourd'hui, on a des fonds d'investissement, on a un écosystème plus mature, et donc ça devient réellement intéressant. C'est des structures qui sont encore jeunes, mais qui ont quand même une assise financière et qui peuvent vous faire profiter d'un beau projet, entre guillemets. Alors, au niveau des spécialisations, effectivement, bon, alors le digital, ça s'étend, c'est très large. On était parti de la tech. Aujourd'hui, maintenant, on intervient sur un peu tout type de poste, mais évidemment, tout ça lié au digital, que ce soit les médias, le marketing, les sales, beaucoup, de plus en plus, et tout ce qui est directeur, évidemment, donc CTO, directeur marketing et autres. Voilà, c'est cette partie-là qui nous intéressera aujourd'hui. Principalement, surtout. C'était pour vous donner un peu de visibilité sur les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, mais pour vous en donner peut-être un peu plus, on est une trentaine de consultants aujourd'hui, on accompagne tous 10 à 15 clients différents. Donc on a à peu près 300 partenaires, on va dire, au quotidien. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu de visibilité sur des belles entreprises qu'on a accompagnées et qui recrutent aujourd'hui. Alors évidemment, celles citées ici, c'est celles qui ont historiquement fait notre marque employeur sur le marché, qui ont fait notre renommée. C'est pas forcément celles avec qui on est le plus actif aujourd'hui, encore une fois. C'est plutôt des startups qui sont pas encore aujourd'hui plus connues du grand public que ça. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a des grands groupes qui se digitalisent du coup et qui ont aussi fait appel à nous pour avoir des conseils sur comment créer cette dynamique startup du coup quand on a un grand groupe et qu'on s'appelle Canal+ ou autre, ce qui n'est pas forcément évident au début pour eux. Alors, le marché, effectivement, on va rebondir un petit peu là-dessus. Là, il faut comprendre quand même que vous vivez une époque formidable, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'en termes d'investissement, en termes de création d'écoles, en termes d'incubateurs, on n'a jamais été aussi, si vous voulez, valorisé sur le marché européen. On est maintenant, pour vous donner juste un chiffre, à 500 millions d'écart, du coup, en termes d'investissement, en termes de levée de fonds par rapport au UK, versus 1,7 milliard de différence en 2015. C'est-à-dire que l'écart c'est creusé, enfin c'est décreusé, pardonnez-moi, mais du coup va probablement même peut-être à un moment donné arriver à égalité. On a dépassé Berlin et ça s'explique simplement par deux faits. La création effectivement de ces écoles. Alors évidemment 42 est un très bon exemple parce que c'est un modèle disruptif aujourd'hui en termes de pédagogie justement sur le marché de la scolarisation informatique, mais surtout évidemment les incubateurs, Station F. Là, on a repris effectivement un article qui était publié dans The Economist qui était assez intéressant, qui parlait de The Neil Effect. Et The Neil Effect, c'est simple, c'est la combinaison de ces deux choses. C'est la combinaison des écoles, la combinaison des incubateurs, qui l'un dans l'autre, en termes de valorisation de toute façon, on a 34 000 m² d'incubateurs, plus toutes ces écoles-là feront que l'un dans l'autre, toutes les innovations, en tout cas la possible majeure qui pourrait être un futur Google, l'un dans l'autre viendra de chez nous. Ça viendra dans le temps. C'est des choses, c'est des graines qui sont plantées aujourd'hui, mais dont on récoltera les fruits dans les années à venir. De toute façon, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, tous les indicateurs sont au vert aujourd'hui sur le marché français. Donc ça, c'est évidemment les levées de fonds tricolores, un peu plus en détail. Donc on voit qu'il y a effectivement une espèce de boom qui est apparu depuis quelques temps, par les raisons que je viens de vous expliquer. On va arriver sur peut-être une stabilisation, et encore, et là, il va y avoir d'autres sujets qui vont arriver. On va avoir tous les secteurs qui vont être liés notamment à l'intelligence artificielle, qui vont être énormément soutenus par les pouvoirs publics. Et on a de nouveaux investisseurs aussi qui arrivent de nouveaux horizons, parce qu'évidemment, maintenant, on commence à être connu sur le marché mondial, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau de la créativité, au niveau des projets. Donc l'un dans l'autre, effectivement, encore une fois, vous vivez une époque formidable. Et en fait, ce qu'on voulait vous dire et ce qu'on voulait essayer de mettre en perspective, on va le faire un petit peu plus tard, mais c'est que grosso modo, on peut voir qu'il y a de plus en plus de levées de fonds, donc il y a de plus en plus de création d'entreprises. Et en fait, ce qu'on voit souvent chez les profils juniors, c'est des gens qui n'arrivent pas préparés. Ils ne savent pas encore où ils vont aller, dans quelle direction ils vont se tourner, quel langage ils vont utiliser, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en particulier qui leur plaisent. Et en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est préparez-vous, commencez dès maintenant à vous... Peut-être pas à vous spécialiser, mais à réfléchir quand moi je vais aller quand vous allez en entretien, pardon, à déjà savoir un petit peu vers où vous tendez, parce que grosso modo, des projets, il y en a des milliers et des milliers. Pour vous donner une petite visibilité de nous au quotidien, comment ça se passe quand les clients nous appellent, on vous a fait un petit récap dans un premier temps des technologies qui sont hyper utilisées en ce moment dans l'écosystème. Vous connaissez sans doute tous Symfony, qui a été développé par Sensio Labs et qui est une des technos aujourd'hui que les recruteurs apprécient et qu'ils utilisent. C'est un marché, je pense que Paul, tu peux confirmer, tu en as fait... Beaucoup trop. Il y a un moment, il y a eu une rupture, effectivement. Il y a quelque chose qui est en train d'exploser, c'est les technos JavaScript.
avec le Node côté serveur. Et après, on a pas mal de frameworks sur la partie front-end. Les profils qui aujourd'hui sont en capacité de maîtriser les deux côtés, profil full stack, vous vous en doutez, ils sont hyper recherchés, surtout avec un framework dans la communauté en train d'exploser, qui est ici, vous connaissez je pense React, et c'est vrai que si vous avez plusieurs projets à montrer, à la fois sur la partie front-end, à la fois sur la partie back-end avec le Node.js, vous allez intéresser beaucoup de recruteurs. Alors effectivement, après au-delà de ça, il y a les métiers en vogue. Alors, il faut comprendre que tout ça, ça reste des tendances. C'est-à-dire qu'une tendance, ça change d'une année à l'autre. Encore une fois, l'année dernière, on cherchait beaucoup de PHP Symfony, on a cherché aussi beaucoup de data scientists, beaucoup de DevOps. Là, cette année, ça a été la mode du full stack JS. Et l'année prochaine, ce sera certainement encore autre chose. Ça évolue tout le temps, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps, évidemment, rester en veille, tout le temps se tenir informé, tout le temps voir un petit peu les tendances. Il y a des choses qui, malgré tout, ne changent pas, c'est-à-dire la complexité, effectivement, technique dans laquelle vous allez aborder votre langage, qu'importe lequel, en fait. C'est ça le truc, c'est que il y a des frameworks qui sont quand même, malgré tout, connus pour être un peu plus faciles à maîtriser, comme type, justement, React par rapport à Angular, mais en parallèle, Angular, apparemment, souffre un petit peu de l'évolution et que beaucoup de stacks s'orientent vers React. Enfin voilà, c'est beaucoup de sujets qui évoluent très vite. Et le but, c'est pas de se positionner en fonction de la mode du marché, parce que là, vous ferez une erreur à un moment donné. C'est vraiment, si vous voulez, de continuer à évoluer sur vos langages qui vous parlent le plus, parce que c'est sur lesquels vous serez les meilleurs en fait, et vous évoluerez le plus vite, et sur lesquels vous aurez à un moment donné une expertise, parce que si on suit les modes, au bout d'un moment, on est démodé. En fait, c'est aussi bête que ça l'évolution des frameworks. Restez en veille sur différents sujets, différents langages, et puis surtout montrez-le aux gens, montrez que vous êtes passionné, que globalement, si la stack techno d'une entreprise, elle évolue, que vous serez en mesure d'évoluer avec, parce que voilà, c'est pas, ça vous changera pas la vie, entre guillemets. On voulait aussi vous donner des fourchettes de salaire. Alors, ça dépend clairement des profils. Tu reviendras dessus, je pense, Paul, un petit peu. Mais peut-être pour vous aider à vous positionner en fonction de vos spécialités et aborder les entretiens avec des fourchettes de salaire qui sont cohérentes par rapport au marché. Sachant que globalement, si vous dites à votre... Enfin, vous êtes intégrateur HTML, CSS, ce qu'on peut vous inviter à faire quand même, et on tenait à vous le dire, c'est que quand vous dites à un recruteur que vous souhaitez entre, je dis une bêtise, entre 28 000 et 35 000 euros, sachez qu'il retient 28 000 tout le temps. Tout le temps. Voilà, pensez-y un petit. Ouais, et deuxième conseil, effectivement, il est peut-être mieux de donner une fourchette en fait à chaque fois que vous allez formuler justement votre demande de salaire sur le marché que de donner le montant maximum, ce qui est un peu la logique globale quand on arrive et qu'on demande son maximum en se disant de toute façon je vais négocier. Le truc, c'est qu'effectivement donner toujours une fourchette. Et la meilleure réponse que j'ai entendue d'un très bon dev un jour, c'était effectivement, je vous donne ma fourchette et en fonction de l'intérêt que la société me porte, ils se positionneront. Et en fait, là, en faisant ça, en mettant la balle dans le camp de l'autre, et évidemment en mettant en parallèle 2-3 process, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, là, vous aurez beaucoup plus d'attractivité en fait, en termes de profil, et du coup, potentiellement, aller chercher une offre la plus adéquate. Maintenant, sur cette fourchette, sur ces rémunérations, c'est suite aux études de salaire qu'on a fait l'année dernière, c'est sur les placements constatés, donc salaire d'entrée, encore une fois. Donc c'est des salaires qui évoluent, ça se trouve, au bout de 6 mois, au bout d'un an. Ça reste des moyennes. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est vraiment important pour vous de rester dans ces fourchettes-là, parce que vous pouvez avoir des suroffres, en fait. Et j'en ai entendu des dizaines et des dizaines de full stack JS qui avaient des 10, 15, 4 plus que la moyenne du marché. Le problème de prendre une suroffre, c'est que deux choses. Un, ça cache un loup. C'est que s'ils font des suroffres de l'autre côté, c'est qu'ils ont un problème vraiment pour recruter. Donc ça veut dire que derrière, c'est pas forcément si intéressant. Ça veut dire que ça va pas être un truc qui va forcément vous plaire techniquement. Et surtout, si c'est le cas, ce qui arrive dans 98% des cas, et qu'on vous retrouve 6 mois plus tard sur le marché, vous allez faire en réalité un pas en arrière. Et vous allez devoir revenir en fait aux fourchettes de salaire classiques. Donc le but pour vous, effectivement, c'est tout le long de votre évolution, de votre carrière, de continuer sur cette fourchette-là, qui est indiquée en suivant les technos, suivant votre secteur. Sur la fourchette haute, si vous êtes très bon, sur la fourchette moyenne, si vous avez un niveau classique, mais ne pas essayer d'en sortir. Voilà, c'est le seul conseil qu'on peut vous donner, parce que derrière, de toute façon, ça vous desservira à un moment donné. Et après, alors, petite précision aussi, il y a effectivement, on a mis les CMS Drupal, Magento. Drupal, je crois, n'aura plus d'évolution, il faut le comprendre. On va s'arrêter au 8. Ouais. Ils ont mêlé comme Magento d'ailleurs, ils ont mêlé du Symfony dans les dernières versions parce que c'est un peu moins utilisé aujourd'hui.
Et aujourd'hui, en fait, il faut comprendre aussi que sur les frameworks, il va y avoir une tendance maintenant, ça c'est le developer experience qui suit le user experience, qui fait que les nouveaux frameworks vont être développés de plus en plus, si vous voulez, orientés pour les devs, c'est-à-dire vraiment simple à comprendre, simple à appréhender, type React justement. Donc effectivement, ça va être maintenant des frameworks qui sont de plus en plus simples, sur lesquels vous pourrez monter en compétences rapidement. Donc voilà, encore une fois, ne vous breakez pas sur une techno, sur un framework, allez sur les sujets qui vous éclatent, sur les complexités techniques qui vous éclatent, et après utilisez évidemment les frameworks qui vous semblent les plus pertinents derrière. Mais ne vous mettez pas dans les cases. C'est le seul message important. Alors après, évidemment, il y a des langages qui sont complètement différents les uns des autres, comme le Java ou le Python ou le Ruby n'ont rien à voir. Et évidemment, c'est à vous de trouver votre affinité. Donc à vous d'essayer, à vous de tester, à vous de voir. En plus, je sais que 42, vous faites un peu tout très rapidement, vous touchez un petit peu à tout, et ça, c'est ça qui est vachement intéressant. Donc ça vous permet justement de voir quelles sont vos affinités. Sur la partie mobile aussi, parenthèse, on a beaucoup de natifs. Là, on parle de natifs, mais effectivement, on a quand même de plus en plus, et encore une fois, c'est des tendances, c'est pas sûr, mais on a de plus en plus de mobiles hybrides maintenant qui apparaissent sur le marché. Donc, c'est-à-dire React Native. On a aussi Angular Ionic qui accompagne les stacks AngularJS. Donc voilà, encore une fois, là, il y a du mobile. On a entendu aussi Monsieur Loïc Lemer, je ne sais pas si vous le suivez, qui prédit du coup la fin des applications aussi mobiles natives par le remplacement par des chatbots. Donc voilà. Si on suit un peu les uns les autres, encore une fois, c'est des tendances figées, un instant T, tout ça. Mais ça vous sert effectivement si demain vous allez chercher à vous positionner sur les bonnes fourchettes de marché. Alors, ça rejoint peut-être un petit peu les salaires, parce que parfois, quand on rentre dans une startup, c'est reculer pour mieux sauter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez parfois des opportunités, en tout cas des offres d'emploi, dont le salaire est un peu plus élevé dans des grandes entreprises que dans une startup, parce que finalement, elle est un petit peu limitée dans ses moyens financiers. Nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est que globalement, sur le long terme, ou même à moyen terme, vous pouvez largement vous y retrouver. Pourquoi les startups, elles ont un ADN finalement, c'est que grosso modo, c'est un petit nombre de personnes qui va aller, vous me permettez l'expression, éclater un très gros marché. Et finalement, un petit nombre de personnes, ça implique les quelques points qu'on a essayé de vous mettre ici et qui vont donner énormément de valeur ajoutée à votre profil dans quelques mois, quelques années. C'est que finalement, vous allez pouvoir être autonome assez rapidement. Vous avez un lead développeur, ok, mais il n'y a pas forcément de chef de projet qui va vous attitrer des tâches précises. Et puis, il n'y a pas forcément énormément de développeurs dans l'équipe. Donc, grosso modo, il va falloir se débrouiller un petit peu tout seul et devenir ce qu'on appelle un problème solver. J'ai un problème, je vais trouver la solution tout seul. On va vous demander de force de proposition assez rapidement, d'où la veille dont on vous parlait tout à l'heure. C'est hyper important pour un directeur technique d'une startup qui vous recrute de voir que finalement, au-delà de ce que vous maîtrisez aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui vous intéressent et il y a d'autres sujets sur lesquels vous serez amené à monter en puissance plus vite que quelqu'un qui n'en fait pas. Les responsabilités, ça on le voit de plus en plus. On voit des jeunes développeurs qui, je sais pas, Paul, au bout d'un an et demi, 2 ans, parce qu'ils sont montés en puissance, vont accueillir dans l'entreprise les nouveaux juniors, vont les former à différentes choses. Et grosso modo, je pense qu'il n'y a pas une grande boîte, elle vous offrira pas forcément tous ces avantages. Ça demande aussi beaucoup d'engagement, ça on le reconnaît. C'est pour ça que généralement, c'est les profils très très passionnés qui rejoignent ces entreprises. Et pourquoi vous allez vous y retrouver sur le moyen terme? Parce que globalement, si vous restez dans cette entreprise, la hiérarchie, monter les steps, ça ne sera pas aussi compliqué que dans une entreprise dans laquelle il y a 100 personnes. Et si je prends des responsabilités dès demain, je me ferai embaucher directement sur le... Si je suis lead développeur demain, je serai lead développeur dans une autre entreprise un petit peu plus tard. Et voilà, et ce qui va être intéressant, c'est que grosso modo, comme c'est un petit nombre de personnes qui essayent de tuer un gros marché ou de s'approprier un gros marché, c'est l'opportunité de partir de rien du tout et d'aller faire quelque chose de super grand, quoi, et donc de toucher à beaucoup de choses. Tu as quelque chose à... Absolument, non, mais quand sur les petites équipes, on vous disait effectivement, c'est ce côté proximité. Être aujourd'hui lead dev, bras droit du CTO d'une startup qui a levé 15 millions à 25 ans, c'est possible en fait. C'est la réalité du marché, c'est juste que effectivement, c'est des opportunités, mais il y a un côté challenge aussi. C'est-à-dire que vous arrivez dans des petites équipes, vous arrivez sur des projets où effectivement, il va falloir peut-être beaucoup plus donner que dans une société classique. Mais derrière, vous serez 3000 fois plus récompensé, évidemment, dans le temps. Mais effectivement, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est aussi une question de personnalité. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Il y en a qui vont être plus, effectivement, dans le côté applicatif. Mais ça, on y reviendra, en fait. Ça dépend, évidemment, de votre ADN de développeur. On en reparlera.
J'y vais. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, il y a beaucoup de gens qui regardent ce que vous faites, enfin, ce que vous faites sur Internet, vous le savez, avec Facebook et beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de recruteurs qui se servent de différents canaux pour aller essayer de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. On reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure sur les différents canaux et comment vous pouvez les optimiser, ou en tout cas comment donner une bonne visibilité sur son profil. Mais voilà, on voulait vraiment retenez-le. Retenez-le, on trouve parfois beaucoup de choses, que ce soit des comptes Twitter, des comptes Facebook. Badoo, ça a été un enfer, hein. Heureusement, ça existe quasiment plus, mais ils étaient super bien référencés. Vous aviez un compte Badoo, vous apparaissiez direct. C'est pour l'ancienne génération. Je pense que c'est déjà prévu. Ok, donc effectivement, il y a on va vous parler de deux canaux principaux aujourd'hui, c'est LinkedIn et Twitter. C'est aujourd'hui les plus courants, les plus utilisés. Il y en a d'autres, hein, évidemment. On peut parler d'AngelList, on peut parler de Brand Yourself. C'est tous ces réseaux un peu spécialisés qui marchent très bien. Mais évidemment, les plus connus aujourd'hui, avec la plus grosse visibilité, aujourd'hui, c'est LinkedIn, clairement. Donc, on a mis un petit peu justement tous les best practices, on va dire, d'un bon profil LinkedIn. Alors, un bon profil LinkedIn, c'est trois choses. C'est les expériences qui sont évidemment détaillées, mais pas trop. Il ne faut pas aller non plus dans le gavage en expliquant tout ce que vous avez fait du jour 1 jusqu'à la fin où vous avez posé votre démission. Mais c'est un titre clair, évidemment, pour savoir qui vous êtes. Alors, on voit un peu toutes sortes de choses, hein. On a évidemment les classiques, les software engineers, les back-end développeurs, les full stack JavaScript. On a les ninja full stack aussi. Mais sachez une chose, c'est que le titre en fait que vous mettez sur LinkedIn peut vous permettre d'être trouvé du coup par un recruteur qui ira taper des mots-clés. Donc tous ceux Il y a qui un moteur veulent... de recherche. Absolument, voilà. Donc s'il y en a qui s'appelle Martien Node.js, bah, il ressortira pas si quelqu'un CTO demain va aller chercher en direct sur LinkedIn. Voilà, donc sachez que c'est du mot-clé, quoi, c'est du tag. Donc c'est marrant, c'est sympa, nous ça nous fait rire. Mais pour vous, c'est beaucoup plus pertinent de mettre vraiment le titre le plus approprié sur lequel, en tout cas, vous avez envie d'être trouvé. Voilà, sur cette partie-là. Sur le truc juste en dessous de votre nom. Et les tags mots-clés, alors ça, en plus, on sait comment vous faites. Chez 42, généralement, tout le monde recommande tous les copains. Et ça marche très bien, donc ça a fait plein d'étiquettes. Et c'est génial, parce que c'est vrai qu'effectivement, cette partie recommandation, c'est important, parce que du coup, ça donne un peu de matière à votre profil, quoi. Un mec qui, effectivement, qui se met 15 compétences avec une recommandation, c'est un peu flippant. Alors qu'effectivement, bah, l'inverse, là, en l'occurrence, on se dit effectivement, bon, bah voilà, il est connu, il a été reconnu, etc. Il y a des recommandations, c'est vivant. Ce compte est vivant, donc il est attractif. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est comme un paquet de gâteaux neufs et un paquet de gâteaux déjà ouverts. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Et se faire recommander, évidemment, ça c'est par rapport aux expériences. Donc ça, évidemment, on se fait pas recommander par les copains, on se fait recommander par tout ce qui a été référent technique de préférence, donc dans les stages et autres. N'hésitez pas à demander dans vos expériences à la fin de votre stage si ça s'est bien passé. Est-ce que je pourrais avoir une recommandation justement sur LinkedIn? Ça, prenez l'habitude, hein. Sincèrement, prenez l'habitude. Parce que si ça n'y est pas, c'est un autre profil qui peut passer à votre place, ou alors, grosso modo, ça peut ralentir le process de recrutement. Il y a des gens qui vont essayer d'appeler vos anciens directeurs techniques. C'est super propre sur LinkedIn, ça se voit facilement, vous allez gagner du temps et vous avez plus de chances d'être contacté. Prenez le réflexe de le faire, ça ne demande pas grand-chose, et si vous avez bien travaillé, votre directeur technique, votre responsable, il se fera un plaisir de le faire. Voilà, c'est beaucoup mieux qu'une lettre de référence comme il y a 10 ans. C'était nous, ça. C'était notre époque. Les pièges. Ne pas mettre de photos, évidemment. Parce que là, on se dit, bon, c'est moins parlant, quoi. Vous faites un peu de tâche, en fait, au milieu de tous les autres, parce que c'est un énorme Facebook Pro, donc du coup... ou une mauvaise photo, effectivement. Alors là, de plus en plus, ça se professionnalise, on remarque quand même avec le temps, mais il y a quand même certains qui tentent des trucs. Et c'est marrant, encore une fois, mais ça envoie pas forcément le bon message, en fait, si vous voulez. Parce que nous, on voit ça, nous, ça nous empêche pas, effectivement, de contacter les candidats et autres. Mais demain, effectivement, un CTO qui chasse en direct, et sachez-le, ils chassent tous en direct, du plus petit au plus gros CTO sur LinkedIn, parce que pour eux, c'est le moyen le plus facile d'aller accéder, justement, d'aller être en contact avec des talents. Effectivement, ça peut, si vous voulez, envoyer le mauvais message. C'est tout bête, et voilà, gardez ça pour Facebook, en l'occurrence. Ne pas remplir ses expériences, donc vraiment avoir des blanks, de mettre juste le nom de la société. Alors oui, c'est bien, mais on ne sait pas si tu as été intégrateur, on ne sait pas sur quel techno tu as bossé, on sait rien. Et il faut comprendre que nous, par exemple, recruteurs, mais quand on dit recruteurs, encore une fois, c'est tous ceux qui recrutent, hein, je me mets dans le même tas que les CTO, etc. On a tous le même but, c'est d'aller trouver des talents. On va très vite passer en fait, sur un profil qui n'est pas assez rempli, qui n'est pas assez détaillé.
C'est-à-dire que moi, je cherche un Python Go, je cherche un full stack JS ou autre, et bah, je vais tout de suite me focus sur les profils où je sais qu'effectivement, il y a eu des expériences de full stack JS. Ceux qui ont un blanc, où il n'y a pas assez de détails, en tout cas sur cette partie-là, on va passer parce qu'on n'a pas le temps, en fait. On en envoie 300 des profils par jour. Donc c'est pour ça qu'il faut que, dites-vous bien qu'en 10 secondes de lecture de votre page LinkedIn, il faut qu'on ait toutes les informations les plus pertinentes vous concernant et qu'on ait envie de vous contacter. C'est là que la page LinkedIn sera bien remplie. Et je pense spécialement à 42, vous venez tous d'horizons différents. Parfois, il y en a d'autres qui ont commencé des études, qui sont venus à 42, d'autres des reconversions, etc. Enfin, les gens viennent d'un peu partout. LinkedIn, c'est un super moyen de se mettre en avant. Et si vous avez d'autres expériences avant qui ne sont pas forcément en relation avec le dev, parfois, ce que je conseille à des développeurs, c'est peut-être les résumer en un peu plus petit et peut-être mettre des projets perso, donner de la visibilité sur votre travail au quotidien, ce sur quoi vous faites de la veille, encore une fois. Mais il y a vraiment matière à faire quelque chose de beau et je pense qu'il y a un canal à privilégier aujourd'hui pour donner de la visibilité à votre profil recruteur, c'est LinkedIn. Ouais, c'est le réseau social dans lequel toutes les grandes sociétés, et même de plus en plus de boîtes tech investissent. Donc il y a des comptes recruteurs. En plus, il y a eu une nouvelle version là, il n'y a pas longtemps, donc c'est très bien fait. Tout est imaginé pour que justement tout le monde passe dessus, quoi. Vous avez même les applications dédiées, je crois. Si vous avez vu, il y a LinkedIn Jobs qui fait que des annonces de jobs du coup. Et bah c'est pareil, il y a énormément d'annonces que vous verrez sur LinkedIn Jobs que vous ne verrez pas sur Angel List ou Welcome to the Jungle ou Remix Job et autres parce que c'est le canal aujourd'hui le plus privilégié des recruteurs en général. Un profil qui a de la matière et avec des technos actuels, entre guillemets, vous allez être contacté entre 10, 15, 20, 30 fois. Donc, parmi les gens qui vont vous contacter, il y aura peut-être le job de vos rêves. Donc, privilégier ce canal et ouais, donner de la matière, quoi. Donner de la matière. Twitter. Eh ben, écoutez, on n'aurait pas pensé ça il y a 3-4 ans, mais ça devient un des canaux qui est très utilisé par les recruteurs. Alors encore une fois, les gens qui recrutent et puis les CTO. Mais pourquoi ce qu'on pense, nous, c'est qu'il y a beaucoup de communautés, il y a de plus en plus de communautés qui sont présentes sur Twitter, alors que ce soit des frameworks, que ce soit des langages. Il y a beaucoup de communautés tech et de plus en plus de gens se mettent à chasser sur Twitter. Donc quand vous êtes en recherche, ça peut... si c'est un compte vide, je ne sais pas si c'est un réel intérêt, mais faites attention à ce que vous postez, parce que si vous suivez des influenceurs en particulier, les gens le verront, et ça je te laisse en parler, tu connais un peu mieux. Non, effectivement, il faut faire attention. Twitter, ça reste public, alors sauf, on peut cacher certaines choses, je crois, mais ça reste malgré tout très public. Et pourquoi Twitter commence à être en vogue? Parce que LinkedIn sature un petit peu. Effectivement, on sait que sur LinkedIn, si vous êtes un full stack JS, vous avez 30 inbox par jour. Et que c'est beaucoup plus difficile de vous approcher. Donc du coup, on va aller choisir d'autres canaux. On va aller effectivement sur les autres réseaux. Et le plus privilégié aujourd'hui, c'est Twitter. Parce que c'est pas la même approche. C'est-à-dire qu'un message que vous recevez sur Twitter, vous n'aurez peut-être pas la même... vous n'aurez pas le même sentiment que si vous le receviez via LinkedIn avec un message un peu personnalisé du coup, quelque chose de beaucoup plus individualisé pour vous. Vous vous sentirez beaucoup plus touché du coup et on sait qu'il y aura plus de chances que vous nous répondiez. C'est aussi bête que ça. Donc c'est effectivement un réseau à ne pas négliger, à prendre en compte surtout pour les années qui arrivent. Ça va de plus en plus monter a priori. Donc encore une fois, ce qui dit visibilité dit faites attention aussi à ce que vous y indiquez, à ce que vous y mettiez, effectivement vos influenceurs, quoi. Voilà, mais pour ceux qui tweetent, en tout cas, il y a des belles communautés qui sont présentes et dans lesquelles il y a certains CTO et certains chasseurs de tête qui viennent repérer des profils. Quelques pièges à éviter. Bon, je vous laisse un petit peu lire, mais oui, bon, ça rejoint ce que disait Paul. Soyez pas trop bavard, soyez pas trop familier. Enfin, il y a plus que finalement vos amis qui regardent ce que vous y faites. Ouais, trop bavard, attention à la tendance robot. Alors là, évidemment, maintenant, il y a les chatbots qui vont arriver, etc. Mais effectivement, il faut pas le prendre pour quelque chose de... faut pas confondre, encore une fois, Twitter et Facebook de l'autre côté. Ça devient pro, même à la limite, faites-vous un compte pro Twitter, comme ça, si vous voulez, au moins, il n'y aura pas de distorsion entre la vie perso et la vie pro. Mais voilà, il faut faire attention à ça parce que c'est très, très regardé. Nous, on commence maintenant, ça fait quelques années, mais c'est encore jeune pour nous. Mais je sais que les recruteurs, on va dire, passé 30 ans, 35 ans, c'est un réseau qui est très privilégié des gens plus âgés que nous, du coup, de la génération au-dessus. Donc, du coup, eux vont regarder, c'est sûr. Voilà.
comment postuler, comment se différencier, comment mettre en avant son profil, et puis ouais, comment être recruté. Si vous vous baladez un peu sur LinkedIn, la plupart des CTO, et je dirais encore plus les CTO de start-up, ils donnent. C'est dans le titre, c'est affiché qu'ils recrutent. C'est un super moyen de ne pas passer par le site, de passer un petit peu, d'éviter de drag and drop son CV dans la partie recrutement, d'être plongé au milieu de 150 autres CV. Allez-y, hein. LinkedIn, c'est fait pour ça. On voit peu de gens qui postulent en direct, alors qu'un ajout, ça se fait en 2 secondes. En 30 secondes, la personne en face de vous, elle a déjà un bel a priori, une bonne visibilité sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Faites-vous plaisir, sincèrement. Il y a beaucoup de CTO qui recrutent, qui l'affichent sur leur profil LinkedIn. Vous gagnerez énormément de temps. Vous gagnerez énormément de temps et ça revient un peu le mode robot dont vous parlait Paul tout à l'heure. Adapter entre guillemets un peu votre discours en fonction des endroits où vous postulez. On n'a plus besoin aujourd'hui de faire une lettre de motivation comme nos parents les faisaient. En revanche, donner de la visibilité à la personne en face. Pourquoi vous postulez chez elle? J'espère que vous avez au moins visité le site internet, vous avez compris un peu ce qu'ils font. Et n'hésitez pas à personnaliser un petit peu votre message, quoi. C'est fait pour ça. Ça, on va y revenir de toute façon, c'est la préparation. Mais en gros, effectivement, alors tout ce qui est là, ce qu'on a mis, mettez en valeur vos réalisations. Alors, peu importe votre domaine, effectivement, Dribble, Behance, GitHub, Stack Overflow, c'est toujours un plus. Maintenant, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que un projet un peu foireux sur GitHub, rendu public, ça peut être aussi à double tranchant pour vous. Donc faites attention aussi à ce que vous mettez. Mettez que le meilleur, voilà, c'est pour résumer. Mais mettez-le. Absolument. Inscrivez-vous au newsletter, évidemment, ça c'est les best practices, c'est la veille active, l'email de motivation, lettre en PJ, effectivement, toujours faire le lien, mais ça on va y revenir, effectivement, c'est la préparation. Ce qu'on voulait vous dire aussi, faites des meet-up, il y en a de plus en plus qui sont organisés dans Paris, que ce soit chez des incubateurs, dans des entreprises qui en accueillent. C'est un super moyen de networker, c'est un petit peu plus convivial, j'allais dire, et peut-être un peu moins professionnel. C'est un super moyen de montrer qu'on est passionné parce qu'on se déplace dans un endroit de l'écosystème qui est dynamique. Et c'est le moyen de se faire des super contacts et de pouvoir envisager de postuler quelque part d'une manière un peu différente finalement des autres. Ouais, parce que vous pourrez rencontrer du coup des développeurs qui sont aussi justement sur la même stack que vous et qui, déjà techniquement vous pourrez échanger. Ça c'est toujours intéressant d'avoir cette émulation en termes de communauté, mais surtout même parfois vous aurez des feedbacks aussi de boîtes qui vous intéressent, que peut-être d'autres devs, par lesquels d'autres devs sont déjà passés, etc. Enfin, c'est énormément d'infos que vous pourrez aller grappiller du coup sur ces événements-là, à la fois sur les sociétés, les startups et sur la tech aussi en général. Donc voilà, pour ceux qui sont passionnés, qui n'hésitent pas, parce que c'est vraiment très sympa. Généralement, ils sont hébergés très gentiment dans des lieux assez cool. Nous, on en héberge pas mal. Il y a des bières, il y a des chips, c'est cool. Enfin, voilà, c'est très sympa, toujours une bonne ambiance. Et alors, on vous a mis un petit exemple du coup des job boards et outils les plus classiques. Alors, voilà, vous connaissez Monster à la PEC, je pense. J'imagine que vous connaissez. Vous connaissez tout ici, il y en a que vous connaissez pas. Il y en a qui vous parlent pas du tout. Kudos. Ouais. Alors ouais, il y a Welcome il y a Remix Job aussi évidemment qu'on n'a pas mis. Ah si, il est en haut. Ici évidemment. Ouais. Allez faire un tour, grosso modo, c'est ce qui est le plus utilisé quoi, par les gens et c'est une bonne manière. Et encore une fois, il y a LinkedIn application aussi. Ça marche très très bien. Ok, et pour tous les créas, on vous en a parlé tout à l'heure, Dribble, Behance, vous connaissez, je pense. Mais c'est une belle manière de montrer un peu son portfolio, quoi. Ouais, carrément. Ah ouais, moi on a effectivement des clients qui, dès qu'on leur transmet effectivement un dossier de candidature avec le CV, vont tout de suite regarder s'il y a un compte Behance ou un compte Dribble. S'il n'y en a pas, l'aventure s'arrête là. Bon, après, c'est une exigence qui est assez haute, mais ça peut arriver. Donc, effectivement, sur ce type de poste, faites attention. Alors, effectivement, là, le process de recrutement, et c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, avant tout, il faut être capable de se connaître soi-même. On a détecté aujourd'hui 3 types de développeurs. Et ça, c'est en rejoignant un peu la philosophie de monsieur Kawasaki, qui effectivement explique qu'il y a dans un premier temps, on a appliqué ça au développement, mais ça se marie très bien, il y a les kamikazes. Les kamikazes, c'est ceux qui vont absolument aller chercher le projet from scratch, qui veulent partir d'une feuille blanche, qui veulent aller sur un truc impossible, bâtir une cathédrale, enfin le truc de fou. Ça, eux, effectivement, sont voués et de toute façon ne s'amuseront qu'en start-up, c'est sûr. Ensuite, on a les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est ceux qui interviennent sur le projet qui a déjà été lancé, qui vont être là pour apporter, si vous voulez, leur vision et continuer à développer les fonctionnalités
Disons qu'il y a déjà une architecture, quoi. Voilà, sur le plan technique. Et dans un dernier temps, les gardiens. Les gardiens, c'est ceux qui effectivement vont arriver sur un projet déjà abouti, qui vont plus assurer, on va dire, tout ce qui est maintenance, petite correction de bugs, petite évolution. Voilà. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, mais essayez d'y réfléchir en amont parce que on a déjà vu, nous, des gens se faire, entre guillemets, botter par un CTO parce que finalement, ça, c'est pas totalement défini. Et c'est un peu dommage, sachant qu'il suffit de s'y mettre un petit peu avant et de réfléchir dans vos projets, qu'est-ce qui vous passionne. Mais on peut même aller encore plus loin que ça, hein. Est-ce que vous voulez travailler en équipe? Est-ce que vous voulez travailler dans des petites équipes? Est-ce que vous voulez travailler dans des grandes équipes? Est-ce que le but du jeu, quand vous allez vous faire recruter, c'est de progresser parce que vous aurez des mentors? Ou est-ce que c'est d'être un peu le meilleur pour former des gens, etc. Enfin, commencez à vous projeter déjà, réfléchissez, qu'est-ce qui vous intéresse dans les projets. C'est hyper important de pouvoir le montrer à la personne qui est en face de vous, quoi. Absolument. Et en fait, ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que tous les candidats qu'on rencontre, du coup, nous, on a un process de notre côté où, sur la partie cahier des charges, donc c'est la seconde partie de notre entretien, on va aller creuser par plein de petites questions, justement, segmentantes sur votre recherche. Est-ce que vous avez une préférence start-up, PME, grand groupe, éditeur de logiciel, site e-commerce, Il y a des B2B, secteurs d'activité. B2C? Absolument. Secteur veto, secteur de prédilection, stack idéal, etc. Et en fait, toutes ces questions, on se rend compte que 80% des développeurs en face de nous ne les étaient pas posées. Et en fait, c'est un peu psychologique parce qu'au final, on dessine ensemble le job idéal pour être certain derrière que ce qu'on aura à leur proposer, évidemment, colle exactement au cahier des charges. Mais c'est toutes ces questions-là, en fait, que vous pouvez vous-même vous poser en amont parce que du coup, si vous savez un petit peu vers quoi vous voulez vous orienter, de l'autre côté, il sera beaucoup plus facile de trouver le job pour vous idéal, l'annonce idéale. Parce que vous n'aurez pas à passer 15 entretiens pour vous en rendre compte, en fait. Et ça vous fait gagner un temps fou. Parce que généralement, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que vous allez commencer les entretiens, les enchaîner, pour comprendre au bout du 10e qu'en fait, vous vouliez un truc un peu plus calme et pas aller dans un truc type startup où vous alliez donner 40 heures par semaine, mais que vous vouliez juste en fait développer sur du React tranquillement, avoir un référent, pas forcément être lead dev, etc. Enfin, c'est toutes ces questions-là en fait qui vous font gagner un max de temps si vous voulez poser en amont. Voilà. Et arriver à se projeter sur le Dream Jump dans 5 ans. Et alors ça, effectivement, ça c'est une technique aussi qu'on a compris avec le temps, c'est la meilleure manière d'avoir les réponses à ces questions-là, c'est de se dire vers où vous voulez aller d'ici 3-5 ans en fait. C'est une question qui est affreuse, hein, on nous pose toute notre vie mais auquel on n'arrive jamais à répondre. Donc on a segmenté les trois voies principales qu'on entend en fait de la part des développeurs, c'est soit s'orienter évidemment vers de la gestion de projet, vers du lead development, donc avec une dimension managériale, soit de l'architecture, donc référent technique pur. Donc là, pas du tout de management. Et suivant votre personnalité, en fait, en réalité, c'est pas vous qui décidez, c'est votre personnalité qui parle. C'est-à-dire que les lead développeurs sont voués à être lead développeurs. Beaucoup de développeurs, malheureusement, voudraient être lead développeurs, mais n'en ont pas du tout la personnalité, ou en tout cas la manière d'être, parce que c'est une façon d'être aussi, c'est du management. Donc ça peut s'apprendre, mais généralement, c'est effectivement l'envie de transmettre, ce besoin de transmettre, d'expliquer les choses aux gens, etc. Donc, Bref, essayez de réfléchir à tous ces points en amont parce que c'est un petit peu dommage de prendre un poste et de se rendre compte qu'au bout d'un an, finalement, on ne va jamais pouvoir, dans cette entreprise, atteindre son objectif pro. Donc pour reprendre ça, effectivement, si on se dit que dans 3 ans, on va être lead développeur full stack JS, bras droit d'un CTO, dans une startup full tech, machin, et on sait aujourd'hui quel type de poste on va aller chercher. On sait qu'on va aller chercher cette stack-là pour avoir un gros chantier dans les pattes d'ici 3 ans, pour que dans 3 ans, justement, on soit solide. On sait qu'on va aller tout de suite dans la food tech, qu'importe la startup, comme ça on a déjà une connaissance du secteur, etc. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, du coup, vont se résoudre d'un coup, si vous arrivez à vous projeter un peu plus loin. Même si je sais que c'est jamais évident. Alors... Ouais, on voit beaucoup de CV, vous vous en doutez, on voit beaucoup de profils LinkedIn. On voulait pas vous dire que ce CV-là, c'est le CV parfait, mais il est ultra lisible par les recruteurs. Et on voulait vous montrer cet exemple de jeune homme, à quel point il donne de la visibilité dans ses missions sur ce qu'il fait, et sans rentrer dans l'énorme cliché du CV de 8 pages, une page pour chaque projet. C'est un petit peu too much, surtout quand on est un profil junior, mais il y en a plein des exemples. C'est LaTeX CV ? LaTeX, en fait, c'est un langage de système de composition de documents. Et en fait, il se trouve que, alors, hasard des choses ou pas, mais beaucoup des développeurs qui sont venus dans nos locaux avec ce CV-là, généralement, étaient très bons derrière.
Donc du coup, maintenant, on est un peu fou quand on voit ce genre de CV, en fait. On a eu un réflexe qui, naturellement, s'est déclenché. Mais pour votre information, effectivement, c'est LaTeX. Allez voir sur Internet, Open Classroom le propose et du coup, vous permet de faire une mise en forme de CV assez, Juste qu'on peut vous dire assez en lisible. quelques lignes, donner un peu de visibilité, votre mission, les technos, si vous avez travaillé en équipe, pas en équipe, voilà, ça permet juste à la personne de comprendre un petit peu ce que vous avez fait. Tombez pas non plus dans le piège, on vous en parlera un petit peu après, qu'on retrouve souvent dans les projets de SS2I, avec des CV de 15 pages, et où finalement vous nous décrivez la mission sur, quand je dis vous, je parle pas de vous, quand les développeurs nous parlent de la mission, c'est une page pour finalement se rendre compte qu'ils ont fait un seul point de cette page entière, ils ont travaillé sur une seule partie de la chose, et ça vous servira pas du tout. Voilà, c'était pour vous donner un exemple. N'hésitez pas à mettre les liens vers vos GitHub ou vos LinkedIn, ça fait gagner du temps et c'est pareil. Et si vous êtes un profil intéressant pour la personne, si en plus ça peut aller checker ce que vous avez fait, C'est ça. vous allez y gagner. Encore une fois, hein, le but du jeu, c'est que en une lecture de CV, en une lecture de page LinkedIn, on a envie de vous appeler, on ait compris qui vous êtes, ce que vous voulez faire idéalement, et surtout pourquoi vous êtes intéressant. Donc ça, on va revenir aussi, c'est sur le côté perso. On voulait le mettre en perspective avec la prochaine slide. Quelques trucs qu'il faut franchement éviter. Bon, ça c'est le CV de Paul, mais le CV LinkedIn, ça... T'as vu mon CV? T'es un grand malade. Hein. Alors ça c'est un truc à pas faire. Ouais. Ça c'est le fameux download to PDF de LinkedIn. Pour ceux qui se disent, bah, j'ai un LinkedIn, de toute façon, j'ai pas besoin de CV. Bah oui, Oubliez, mais vous ça prenez donne ça, 30, en ouais. fait. Et ça, c'est moche. Voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est pour ça que, effectivement, le CV vaut à mourir. Oui, on va arriver dans une ère où il y aura plus de CV. Malgré tout, aujourd'hui, on utilise quand même des CV, comme on vous l'a montré avant. Et ça explique C'est juste à beaucoup la plus personne visible. que vous n'avez pas pris le temps de faire un CV alors que vous recherchez un job. Top. Absolument. Les étoiles pour expliquer à quel point vous maîtrisez la techno, Ça, c'est un ras-le-bol complet, ça. c'est un ras-le-bol complet. Pareil. Et vous allez parfois vous faire tuer par un CTO. Vous allez vous faire tuer parce que vous avez mis 5 étoiles sur HTML, CSS, donc il va se dire ok, le mec maîtrise parfaitement. La personne en face de moi, elle est super forte, il va vous poser les questions les plus complexes du monde. Et là, vous y répondez pas du tout. Oubliez les étoiles. Et ça, c'était le CV dont on parlait tout à l'heure. Bon, on va pas être méchant, mais la personne, en fait, en réalité, elle avait juste fait ce point-là. Et donc, en gros, toute seule, au lieu de nous expliquer ce qu'elle avait fait dans sa mission et ce qu'elle avait appris, etc., elle a juste montré la toute petite partie qu'elle avait fait. Et c'est pas hyper vendeur. Plus petit, mais expliquez ce que vous avez fait et sans mentir. Absolument. Donc voilà, effectivement, concentrez-vous à l'essentiel, rendez-le intéressant, sachez l'expliquer. Une page ou deux, ça suffit largement. Ouais, les dossiers, on a parfois des dossiers de compétences aussi, ça c'est terrible. Ouais. Des dossiers de compétences de 20 pages où le mec, on se dit, bah, il a bossé à la NASA, etc. Mais en fait, non, c'est juste qu'il fait ça, mais sur toutes les expériences qu'il a eues. Donc du coup, bah, voilà, c'est illisible. Il y a une boîte de communication qui a fait il n'y a pas longtemps, qui s'est amusée à faire le CV de Marissa Mayer, qui est la PDG de Yahoo, en une page. Et elle a 20 ans d'expérience, quasiment les 20 plus belles années d'expérience qu'on puisse imaginer tous, chacun, c'est incroyable. Et elle peut mettre 5 étoiles partout. Elle. Mais en une page, ça tenait, et ça donnait largement les informations nécessaires à la compréhension de ce qu'elle avait fait et ce sur quoi elle pouvait se projeter, quoi. Et on avait envie de l'appeler. Alors, process de recrutement startup versus grand compte, effectivement, c'est important de le préciser parce que vous n'êtes pas forcément tous avec une affinité d'aller en startup. Nous, de notre côté, effectivement, on accompagne aussi des plans de digitalisation. Alors, comme je vous ai dit, grands groupes, mais PME aussi, moi, de plus en plus, on a des demandes entrantes de PME qui se digitalisent, qui ont compris l'importance de se digitaliser rapidement. Alors, évidemment, c'est une culture différente, c'est un peu un choc des mondes. Mais du coup, là-dessus, effectivement, il faut comprendre qu'il y a des process qui sont parfois un peu plus longs. Il y a une attitude un peu différente aussi à avoir. On va vous demander d'aller en t-shirt en entretien startup, alors que parfois, en grand groupe, effectivement, bah, on va devoir remettre une chemise. Parce que voilà, c'est le cadre, on va dire. C'est la culture de l'entreprise, tout simplement. C'est le corporatisme. Et derrière, après, effectivement, il peut y avoir beaucoup plus de tours d'entretien sur certains grands groupes, comme le call, puis ensuite le test technique, puis ensuite l'entretien RH, puis ensuite le test de paternité, puis ensuite le truc machin, et on se retrouve 2 mois plus tard. Donc voilà, non, ça dépend, chacun a ses méthodes, mais il faut se tenir prêt à avoir des process un peu plus longs. Donc peut-être le mieux, c'est effectivement si vous êtes, de pas mélanger process grand groupe et startup parce que vous allez être complètement perdu. Vous allez terminer tous vos process startup en 1 semaine ou 2 max, quand les grands groupes vous demanderont encore 1 mois d'attente, quoi, pour vous donner un retour parfois. Et ce qu'on voulait peut-être vous dire, quand vous allez en entretien dans une startup, les process, souvent, ils vont vite. Soit parce que la boîte, elle est en énorme croissance et il faut qu'elle recrute rapidement, soit parce que tout simplement, ils sont peu nombreux et
vous pouvez rencontrer les gens très vite, parfois en un tour, vous pouvez en rencontrer plusieurs. Renseignez-vous avant sur l'entreprise, posez des questions, parce que quand vous sortez d'un entretien, que là, les gens de la startup vous ont beaucoup aimé, et qui sont prêts à vous faire une offre, et que vous, derrière, vous n'avez pas toutes les informations, c'est soit vous la prenez sans toutes les informations, soit vous la prenez pas, mais c'est un peu dommage. Renseignez-vous, allez en entretien hyper préparé, il faut lire des articles, il faut pouvoir poser des questions en entretien pour voir si, sincèrement, vous avez plutôt le choix. Vous allez avoir le choix dans le job que vous allez choisir. Donc, pour faire le bon, faut se préparer, quoi. Exactement. Et surtout, n'hésitez pas, soyez même un peu stalker hein, sur le principe, parce qu'on vous parle d'aller chercher des infos sur la société, sur la startup, mais même aller voir le correspondant qui va vous recevoir. Du coup, nous, on indique à tous les candidats à chaque fois qui ils vont rencontrer sur place. N'hésitez pas à aller voir leur CV, n'hésitez pas à aller piocher un petit peu, comprendre par où ils sont passés, poser leur des questions, du coup, parce que ça montre que vous vous êtes intéressé. Ça montre que vous êtes allé beaucoup plus loin, que vous êtes allé chercher l'info, et que du coup, vous êtes potentiellement motivé. C'est aussi bête que ça. Mais ça fait la différence. Et ça, il y a 2 candidats peut-être sur 10 qui l'ont compris. Et généralement, ça se passe beaucoup mieux en entretien quand vous arrivez avec ce genre d'infos. Donc maîtriser le contenu de son CV, évidemment. Ne pas mentir. Ça me reprécise, on ne sait jamais. Ouais. Mais, vous n'avez rien à y gagner, sincèrement, vous n'avez rien à y gagner. Ouais, non, c'est terrible. C'est terrible parce que ça peut vous blacklister sur une base de données. C'est aussi bête que ça. Là, nous, ça nous est rarement arrivé, très peu, très très peu, j'ai pas mémoire en tout cas, mais je sais que ça peut effectivement tout de suite vous pouvez avoir votre nom inscrit sur une blacklist et ça peut après tourner. Enfin bon, faites très attention à ça, ne jamais mentir. Par omission, vous avez le droit, mais ne pas mentir sur un truc qui n'est pas vrai, quoi. C'est tout. Et puis, dernier point, on tenait à vous le dire, c'est pas toujours le meilleur techniquement qui gagne, même si le projet il est ultra technique. Comment? C'est pas fini? Ben non. Non, je sais, tu peux revenir. Non, ce qu'on voulait vous dire, c'est ce dernier point-là. Ah ouais. C'est pas toujours le meilleur, mais si jamais il y a un projet qui vous a emballé, vous avez adoré l'entretien, vous avez un feeling de malade avec les personnes que vous avez rencontrées, allez-y, faites-leur un petit mail. Voici ce que j'ai compris de l'entreprise, voici moi ce que je pourrais apporter, et voilà pourquoi j'ai envie de vous rejoindre. On n'y pense pas, mais on a déjà vu des candidats être choisis à la place de quelqu'un qui est meilleur juste parce qu'en fait ils ont montré qu'ils étaient aussi passionnés et que le projet ils allaient se buter pour le projet, quoi. Ils allaient se tuer parce que c'était ce qu'ils avaient envie de faire. C'est clair, vous êtes sur un marché tendu, c'est-à-dire les startups sont sur un marché tendu, c'est-à-dire que vous êtes pas beaucoup pour beaucoup de demandes en face, donc c'est sûr que derrière il y aura du boulot, c'est sûr qu'il y aura des opportunités, mais du coup c'est vrai que la grande majorité des candidats ont tendance effectivement à pas forcément être les plus motivés du monde, même si parfois il y a un coup de cœur, etc. Mais ce qui fait que naturellement, quand on a un candidat qui est surmotivé, qui est techniquement valable, qui n'est pas non plus effectivement le champion de sa catégorie, mais sa motivation comblera toujours tout le reste, en fait. Et tous mes clients, il n'y en a pas un qui me dira non à quelqu'un de très motivé, qui, encore une fois, passe la barre techniquement, plutôt qu'à un mec, effectivement, super bon, mais un peu nonchalant, qui va aller voir à droite à gauche, faire un tour de marché, quoi. Si vous êtes motivé, la personne en face de vous, elle se dit il va monter en puissance. Par un moyen ou par un autre, il va apprendre. Absolument. Voilà, n'hésitez pas, quoi. Et le mec synthétique, ça paraît bateau, mais en réalité, justement, encore une fois, allez à contre-pied. Imaginez-vous comment tous vos collègues et autres font, et faites-en un peu plus, en fait. C'est ce petit plus qui va faire la différence, c'est ce petit plus qui va faire que, du coup, vous aurez l'air de quelqu'un de beaucoup plus motivé. Donc, voilà, vous faites un mail quali, le CTO il hésite. Si vous lui avez fait un mail quali, il va peut-être l'envoyer à ses collaborateurs, je sais pas, mais s'il en discute avec des gens, il va leur expliquer waouh, il est peut-être un peu moins bon, mais il m'a envoyé un mail de. Vous prenez qui? Moi, je prends le plus motivé. Ah, 300 fois. Ouais. Ouais, c'est normal. Alors, les pièges, évidemment, ça, on le répète, c'est normal. Le retard, c'est pas terrible. Ça semble évident, mais bon, c'est assez courant, mais bon. Généralement, ça va plutôt bien, il n'y en a pas trop, mais bon. Être trop sûr de soi, alors ça c'est le vrai piège. Ça, c'est un syndrome, je crois, terrible. C'est les divas. Alors, on les appelle les divas. C'est effectivement des candidats qui sont très bons, potentiellement, techniquement, mais qui malheureusement se mettent dans des positions difficiles et voire insurmontables parce que justement, ils donnent cette mauvaise image-là, en fait. Ils donnent l'image d'un candidat trop sûr de lui, donc forcément, pas forcément agréable, en fait, avec qui échanger, et complètement rebootant, en fait, pour un employeur, parce qu'on va se dire, j'ai aucun intérêt à aller bosser avec un mec comme ça doit être invivable au jour le jour, quoi. Même si vous êtes bon, restez humble, hyper humble, c'est ultra important. Ouais.
n'y a rien de mieux que pour nous, effectivement, un candidat idéal, c'est quelqu'un qui est évidemment très bon techniquement, c'est sûr, qui a tout le côté perso, passion, mais qui, au-delà de ça, est quelqu'un de très cool, de très abordable. C'est comme les stars. Enfin, vous voyez, vous en rencontrez une dans la rue qui est complètement, qui vous parlerait mal, qui manquerait d'esprit, etc. Enfin, vous aurez tout de suite un a priori négatif sur lui. Et vous en parlerez d'ailleurs à vos proches tout de suite. Alors que, à l'inverse, quelqu'un qui serait vachement abordable, sympathique, humble, vous en parlerez aussi, mais 300 fois en positif. C'est la même chose. Donc, l'entretien, c'est un condensé pour l'employeur de qu'est-ce qui se passerait tous les jours si j'employais ce candidat-là. Donc, effectivement, envoyez la bonne image, envoyez les bons messages et ne tombez pas dans ce piège-là, quoi. Il faut qu'il puisse se projeter au quotidien avec vous. Il va se poser tout le temps la question d'entretien, surtout s'il y a une petite équipe où l'état d'esprit et l'humain est important. On voit parfois des gens et ils ont tout pour le poste, ils veulent le poste et c'est juste la perso qui fit pas. Et c'est un peu dommage, mais rester humble, c'est hyper important, même si vous êtes très très bon. Les expressions corporelles, évidemment, s'étirer, bâiller, sont autant de mauvais messages. Alors en fait, on met un vrai focus sur tous ces pièges-là parce que vous allez être amené à faire beaucoup plus d'entretiens que la moyenne des candidats sur tous les autres métiers, hein. Je parle je parle des commerciaux, je parle des marketeurs, etc. Vous allez en faire beaucoup potentiellement. Quand vous serez sur une recherche, vous allez peut-être passer 10, 15 entretiens, ce qui est une erreur parce que ça veut dire que vous avez mal fait ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais c'est possible. Donc du coup, à force, il y a des mécanismes, il y a des automatismes qui viennent et qui fait que vous allez être un peu robotisé dans votre façon d'être, dans votre message, dans votre discours. Et le but du jeu, c'est vraiment du coup d'être le meilleur, même sur la partie justement corporelle. Vous savez que la communication, c'est 80% de non corporel. Là, ce que je vous dis, tous les mots que vous entendez, c'est juste une partie infime du message que je vous fais passer. Et ça, faut vraiment le comprendre parce que effectivement, quelqu'un qui arrive en traînant des pieds, etc., même s'il est cool, même s'il est très bon techniquement, il n'envoie pas le bon message. C'est con, hein, mais c'est aussi bête que ça. Donc voilà, soyez prêts et évidemment ne pas mentir aussi, on le reprécise. C'est une lubie ça. Ne mens pas. Mais bon, ça, généralement ça va. Et enfin les best practices. Paul, il le fait très bien. Whisky. Voilà, ouais. Souriez. C'est cool d'aller à un entretien, même si vous ne l'avez pas, vous n'avez rien à perdre, vous avez juste peut-être l'opportunité de rejoindre un super projet. C'est tout, montrez-le. Enfin, ouais, c'est hyper important et ça peut vraiment changer la dimension d'un entretien. Surtout si le CTO en face de vous, il a déjà rencontré 4 ou 5 personnes. Mettez-vous à sa place. Un truc tout bête, mais prendre des notes, ça montre juste que vous êtes attentif. Et dans un entretien, souvent, qui plus est, quand il s'agit de la partie technique, la personne en face de vous, elle va vous donner de la visibilité, soit sur sa roadmap, soit sur les challenges actuels, etc., soit sur des outils qu'ils utilisent au quotidien. C'est un super signe que vous envoyez quand vous prenez des notes et la personne en face de vous, elle se dit « Ok, là, il est attentif, il retient ce que je dis, ça lui parle. » C'est un super avantage. On a déjà vu des gens pas être pris dans une entreprise parce qu'ils n'avaient pas pris de notes. Pas de notes, pas d'intérêt. Débile, mais c'est aussi bête que ça. Ouais. Prenez le réflexe, prenez-en, on vous le reprochera jamais, quoi. Jamais. Se renseigner un maximum sur la société, ça paraît peut-être évident pour certains, mais au-delà d'aller sur le site web, vous pouvez, dans Google Actualité, aller récupérer pas mal d'informations et ça vous permet de rebondir à certains moments et ça envoie un signe super positif à la personne qui est en face de vous parce que ça fera la différence par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas fait, mais surtout ça montrera à la personne que vous venez pas là en touriste et que vous avez un minimum préparé, que vous savez pourquoi vous êtes là. Prévenir ses références, alors ça rejoint un peu. Faites en sorte de toujours avoir une bonne image dans les entreprises dans lesquelles vous passez, parce que les gens qui vous emploieront plus tard, ils vont prendre des références, ils vont contacter les personnes avec qui vous avez travaillé. À partir du moment où vous êtes en recherche, on vous invite à appeler vos références ou à leur faire un petit mail et en leur expliquant que vous avez transmis leurs coordonnées, soit l'adresse mail, et qu'ils seront peut-être contactés. Voilà ce qu'on peut vous dire. Afficher une veille active, je pense qu'on vous l'a répété pas mal de fois, mais c'est hyper important. Les technos, elles évoluent vite. Et quelqu'un qui fait de la veille, quelqu'un qui est en veille sur différents sujets, ça fait souvent la différence. Et encore une fois, ça met en avant le côté passionné. Montrer du code et des projets perso, ça, je crois que Paul, tu vas pas me dire le contraire. Plus vous pouvez en montrer, ou si vous avez des choses pertinentes en adéquation avec le poste que vous recherchez, n'hésitez pas à amener du code, que les gens puissent voir ce que vous avez fait. Et voilà, ça montre que vous avez déjà un bagage, quoi. Et c'est important, c'est souvent hyper important, quoi.
C'est surtout vrai en start-up. Moi, je connais un peu moins le monde des grands groupes. Ouais, soyez détendus, c'est pas la peine de faire. Enfin, si, il faut être sérieux, mais ouais, soyez détendus, quoi, soyez cool. Ouais, Soyez on cool. va raconter une petite anecdote. Du coup, justement, un étudiant qui est sorti de chez vous, qui avait 21 ans, et qui est parti en entretien, du coup, start-up, full process. Il a resté 3h30, ils lui ont tenu la jambe comme pas deux. Il a raté quasiment tout son test, non, pas tous, mais une bonne partie de son test technique. Mais il avait une bonne attitude, il était sympathique, il était ouvert, il était agréable. On savait qu'il avait un énorme potentiel de l'autre côté, ça se voyait. Mais effectivement, il n'avait pas encore l'acquis sur le papier, en fait. Mais cette attitude a fait qu'ils ont voulu absolument le capter, quoi. Lui ont fait une offre dans la foulée et aujourd'hui, il est chez eux. Et c'est une boîte de ouf. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est une boîte de ouf. C'était pas le meilleur, et juste parce qu'il s'était renseigné sur l'entreprise, qu'il avait envie d'y aller, Ouais. et il avait compris le mindset qu'il y avait en face, et il s'est mis dans la bonne position, il a adopté la bonne attitude, et Ouais. c'est pas les meilleurs qui ont été pris, quoi. C'est lui. Il était cool, mais pas trop. Il a été à l'heure, il a été souriant, il a posé des bonnes questions parce qu'il s'était renseigné. Il connaissait pas tout, mais il faisait de la veille. Absolument. Et quand je vous dis qu'il était cool, mais pas trop, c'est qu'effectivement, il se plantait parfois sur le test technique, mais il en rigolait et il essayait d'interagir avec mon CTO. Donc ça peut paraître un peu idiot, mais du coup, tout le monde était détendu et c'est très bien passé. Et derrière, effectivement, ça a été pour eux un super recrutement, quoi. Ça s'était passé il y a 3 mois. Donc c'est très récent. Et aujourd'hui, il est dans une des marketplaces qui a la plus grosse ambition aujourd'hui de France. Donc non, c'est encore une fois, c'est si vous respectez ces quelques principes-là, toutes les portes vous seront ouvertes. Voilà. C'est bon pour nous. Est-ce que vous avez des questions? On a beaucoup parlé. Tu recherches en France? Ouais. Alors, la réponse est qu'un profil anglais, on va le lire aussi, on va le comprendre aussi. Et du coup, effectivement, un mec de chez Facebook, si c'est la question à Silicon Valley, pourra le lire aussi. Enfin, le profil anglais, du coup, marche pour les deux. Après, si t'as qu'un profil français, effectivement, peut-être que si tu veux te faire chasser en Russie ou autre, ça va être compliqué. Mais... Ouais. Ouais. Mm. Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais. Ouais. Sans problème. C'est effectivement certaines entités qui, alors j'entends start-up, PME, grand groupe, mais qui, start-up ou grand groupe qui ont plusieurs pays ouverts qui effectivement parfois demandent un CV en anglais, un CV en français, mais ça reste assez rare. Ce que tu fais, c'est juste là-haut, en haut de ton profil, à côté de ta photo, tu as la localisation dans laquelle tu es. Donc s'il y a marqué Paris, il n'y a aucun problème, quoi. Au contraire, Positive. c'est-à-dire que les femmes sont vachement plus valorisées. Il y en a beaucoup moins, vous êtes beaucoup moins nombreuses, mais généralement, vous êtes meilleures, en fait. C'est aussi bête que ça. Mais c'est vrai que non, au contraire. Non. Et puis justement, nous, on voit que vous êtes beaucoup, enfin, vous n'êtes pas assez représentés, vous êtes minoritaire, mais ça va venir dans le temps, encore une fois. Mais du coup, effectivement, de l'autre côté, non, au contraire, c'est vachement apprécié. Les équipes, elles sont hyper masculines, donc c'est cool d'amener, c'est presque une diversité. Non, mais c'est plutôt bien vu, sincèrement. Moi, j'ai déjà eu des CTO qui m'ont demandé si tu trouves une femme, ça serait super, quoi. On a que des mecs Ouais, ici. c'est mot contre triple, quoi. Ouais, clairement. Ouais. D'autres questions? Tout est clair pour vous? Non? Oula, ok, d'accord, ça arrive d'un coup. Alors, je t'en prie. Absolument, c'est ça, c'est d'interagir du coup, parce que vous verrez sur la fiche de poste ou par le recruteur, vous connaîtrez la stack, vous connaîtrez le challenge technique. N'hésitez pas déjà à challenger le CTO. Ils adorent tous ça, c'est-à-dire pourquoi utiliser tel outil. Est-ce que vous avez vu justement cet outil-là qui est sorti? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ce serait pas plus pertinent? Etc., etc. Interagissez, sortez du cadre, en fait, c'est ça le truc. C'est là on parle. N'hésite pas, si tu vois un élément dans la fiche de poste que toi tu connais pas, tu peux clairement lui dire directement. Je connais pas, mais avant de venir en entretien, j'ai déjà regardé ça, j'ai l'habitude de me renseigner sur. Ouais, Hein? absolument. C'est ça qu'ils sentent ça. C'est ça. Parce qu'à partir de là, il se dira, bon bah ça se trouve, c'est peut-être que lui, demain, va m'apporter un nouvel outil que j'aurais pas vu passer et qui va peut-être du coup nous faire gagner un temps considérable. Et c'est un énorme plus, ça. D'accord?
Franchement, où est-ce qu'on nous a demandé? Parce que on est venu pour parce que déjà 42 c'est la première fois moi que je viens voir et c'est génial, c'est top. Puis on voulait aussi effectivement vous donner les meilleurs conseils parce que c'est demain que vous allez vous mettre à rechercher et je pense qu'effectivement à force de rencontrer des candidats, c'est vrai que si tous les candidats qu'on avait rencontrés avaient eu ce type de tips et ce type de visibilité sur la recherche d'emploi en amont, vous serez, ils auraient été 10 fois meilleurs, quoi. Et derrière, ça vous fait gagner un temps considérable. Toutes ces infos-là, encore une fois, tout ça, c'est des choses qui sortent de nos crânes. Ça vient de notre propre expérience. Et c'est des informations que vous aurez, entre guillemets, nulle part ailleurs, parce qu'on a une réalité de terrain. On a recruté plus de 400 développeurs l'année dernière. Donc effectivement, voilà, on se nourrit de ça pour justement vous sortir le meilleur, vous sortir ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a à pas faire, pour que demain vous ayez toutes les armes justement pour le marché de l'emploi. Pardon. Jeune homme, levez la main. Oui. Ouais. T'as des projets à 42? T'as fait des projets à 42? Vas-y. Très bien. Ok. Oh là là. Peut-être que tu as parlé à des recruteurs qui cherchaient des profils plus expérimentés. À part te dire de nous envoyer ton CV. Tout dépend, effectivement, la techno, tout dépend, effectivement, les expériences que tu as eues. Si c'est, il y a plein de choses, mais non. Si la question c'est est-ce qu'en sortie de 42, on peut pas tout de suite signer un CDI via, par exemple, Urban Linker, par exemple, si c'est le cas. Voilà, pour répondre à cette question. Parce que vous avez, je sais, des projets en partenariat. J'ai déjà vu plein de candidats de 42 qui sortir avec des projets de 2 mois chez HEC ou de 2 mois sur un projet en partenariat avec Google ou autre. Enfin, il y a plein de trucs qui les vous projets sont de proposés. 42, tes projets perso, ta veille, des choses que tu as faites toi-même, tu te construis un CV avec ce que tu as. Et c'est encore plus important, du coup, tout ce qu'on t'a dit. Montre que tu es passionné, montre que tu es en veille sur plein de sujets et que tu recherches juste ta première expérience. Tout ce que vous Indique-le avez, en haut du titre de ton CV et les gens ils savent à quoi s'attendre. tous les postes auxquels vous ne pourrez pas prétendre en termes de CDI en sortie d'école, ce sera soit par du stage, soit par du projet perso, dans un premier temps. Mais c'est pas grave. Le développeur dont je vous parlais à 21 ans, il avait 6 mois de stage, ce qui est rien sur le papier. Mais ça l'a pas empêché d'être pris. On cherchait un mec sur la fiche de poste qui avait 4 ans d'expérience. Donc encore une fois, oubliez, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment de vous. Et tout ce que vous ne pourrez pas faire, vous ne pourrez pas avoir accès par le pro, faites-le en perso en attendant. C'est le seul conseil qu'on a à vous donner. Alors, notre formation elle dure au moins 3 semaines, 1 mois, quand on arrive chez Urban Link. Là, te la résumer en 30 secondes, ça va être compliqué. Mais en gros, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la lecture du profil LinkedIn, c'est la lecture du CV. Et après, c'est évidemment la rencontre, parce qu'on rencontre tous les candidats en fait, de visu. On n'a pas, si tu veux, on est dans une logique où on veut absolument voir, déjà, nous, on rencontre tous nos clients d'un côté, pour voir le mindset et humainement qui est en face de nous, et tous les candidats aussi de l'autre. Toi, tu veux dire, juste, est-ce que tu peux préciser, tu veux dire comment est-ce qu'on fait le matching entre l'entreprise et le candidat? Ah d'accord, c'est très simple. Oui. Oula. Là, je vais prendre des pincettes parce que, ok. Alors effectivement, Talent.io, c'est un modèle disruptif sur le marché du recrutement. C'est différent, c'est-à-dire que nous, on fait de la chasse personnalisée pour les startups. Donc, c'est-à-dire qu'une startup va avoir un profil spécifique à aller chercher sur le marché et du coup, va faire appel à nous parce que on va apporter à la fois cette dimension conseil, cette chasse personnalisée et on va aller très vite. Donc, on va vraiment chasser ce profil-là. Talent.io, c'est un système du coup qui a été inventé, un business model inversé, où d'un côté on a les 15-10 meilleures sessions, candidats pardon, sur une session de 15 jours je crois, et en face on a les 300 plus belles startups du coup du marché qui recherchent en continu. Maintenant ça s'adresse pas aux mêmes besoins, c'est-à-dire que demain on est une startup qui cherche absolument un full stack JS parce qu'on vient d'avoir un départ ou parce qu'on est en train d'exploser suite à une levée de fonds, etc. On n'a pas le temps d'aller sur une plateforme et d'attendre d'envoyer un message, que le candidat nous réponde, etc. Sachant qu'en face de nous, on va être en concurrence avec toutes les autres startups qui sont sur la même stack que nous. Et effectivement, côté candidat, c'est pas la même qualité de service non plus parce que absolument, T'as tout c'est ça. compris. C'est ça. Tu vas être un peu lâché. Alors, pas lâché parce que tu as des talent advocates, je crois. Enfin, tu as des gens aussi qui s'occupent bien de toi, d'ailleurs, chez Talent. Mais effectivement, tu n'auras pas forcément toute cette visibilité-là du job. Tu n'auras pas creusé comme on le fait, du coup, avec les candidats en amont chez nous,
cette partie cahier de recherche, cette partie expérience, etc. Et puis au-delà de ça, nous, on a effectivement c'est cette dimension où on marche pas, si tu veux, avec les mêmes clients. Voilà, c'est pas les mêmes besoins. Et ouais, je pense que c'est complémentaire. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est donner de la visibilité à ton profil vis-à-vis de 300 entreprises. Je schématise. Hein. Mm. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre ton projet pro, ce que tu as envie de faire demain, et de présenter les 3 plus en adéquation. Tu vois ? C'est tout. C'est juste ça la différence. Mais après, on a le même métier, la finalité, c'est la même. Et on accompagne des entreprises un peu différentes. Bon, gros. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus dans le. Nous, on est un peu plus du sur-mesure quand c'est un peu plus du prêt-à-porter, quoi, en fait. Voilà. Du tout. Notre promesse, c'est vraiment uniquement CDI chez le client final. Mais tu as quelques pages Facebook qui cartonnent en ce moment. C'est vrai. Oui. Absolument. Chope ton stage. Chope ton stage. Et il y en a une autre, stage en start-up. Mettre sur des lesquelles petites tu peux blagues trouver. de temps en temps, c'est pas mal. D'autres questions ? Mais tu peux toujours nous. Si tu veux, je te donnerai mon CV après, je te donnerai quelques boîtes qui recrutent des stagiaires. Là. Mais on fait pas. Oui. Lié à l'âge. Ça te concerne moins, j'allais dire. Peut-être des gens qui ont 50 ans, 55 ans, Ouais. et ça fait parfois un peu peur à des CTO. Pas en ce qui concerne les très jeunes. L'âge, oui et non. En fait, c'est pas de la discrimination du tout. C'est-à-dire que, en fait, généralement, les développeurs, il y a une moyenne en fait d'âge dans une société qui fait qu'on aura beaucoup de mal à avoir, si tu veux, une équipe avec des cadres dirigeants qui ont la quarantaine et des devs de 20 ans, quoi. C'est ça le truc. C'est que généralement, il faut que ça soit sur la même tranche de génération pour que ça marche. Mais ça, c'est pas de la discrimination, c'est un fait en fait qu'on a compris sur le marché, c'est on peut pas avoir plus d'une génération d'écart dans une équipe, quoi. Parce que d'un coup, il y a un problème générationnel, surtout en plus avec votre génération. Quand je dis la vôtre, c'est à partir de génération Y qui a une différence de mentalité complète sur la vie en entreprise, sur les aspirations, sur comment ce que je veux faire demain en fait. C'est-à-dire qu'avant on était carriériste. Aujourd'hui, on veut juste révolutionner le monde en fait. Ça n'a rien à voir. On n'est pas managé de la même manière et il y a eu une espèce de fracture générationnelle qui fait que les anciens entre guillemets ne peuvent pas parler aux jeunes aujourd'hui, sauf s'ils ont compris la manière dont fonctionnent ces jeunes-là. Mais rares sont ceux aujourd'hui qui se sont adaptés à ça. Oui. C'est caricatural, oui et non, parce qu'on constate de plus en plus. Après, encore une fois, c'est pas tous les anciens qui sont sur cette mentalité-là, parce que je prends encore l'exemple il y a beaucoup de grands groupes qui ont réussi à se digitaliser et qui ont réussi ça parfaitement, parce qu'ils ont adopté justement cette culture-là, ils ont adopté l'environnement startup, le mindset startup en fait. Et en fait, c'est pas du tout une question d'âge, c'est vraiment une question de mentalité. Donc on peut être jeune, même avoir une mentalité, on va dire, un peu à l'ancienne, ça arrive. Donc c'est juste qu'effectivement, c'est une question de génération malgré tout globalement, parce que cette nouvelle génération aujourd'hui, elle attend autre chose, elle a grandi avec Internet, elle est beaucoup plus informée, elle a des aspirations qui vont bien au-delà de juste la carrière ou le salaire, qui est vraiment dans la recherche de la finalité en fait de ce qu'ils font. En fait. Et moi, si vous voulez, le discours aujourd'hui, quand on entend un employeur qui dit il faut qu'il rentre dans le moule, c'est quelque chose qu'on ne doit plus entendre aujourd'hui, parce que les mentalités ont complètement changé. Et c'est pour ça que les startups maintenant vont sur un feel-good management, qu'on met en place beaucoup de choses, que des Blablacar arrivent à garder des talents pendant des années parce qu'ils ont mis tout un environnement de travail autour de ça, qui fait que les gens s'épanouissent. Aujourd'hui, on parle plus d'épanouissement au bureau que le boulot comme une tâche compliquée, quoi. Ah, Maxo. Déjà, on en accompagne pas mal et c'est relativement rare qu'on n'ait pas une entreprise dans le secteur d'activité que la personne recherche ou dans les technos ou dans. Si c'est hyper particulier, peut-être. On pourrait s'amuser à la chasser presque pour toi. Aller voir l'entreprise. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis très franc. Si tu as un compte GitHub qui ressemble à Las Vegas, potentiellement. Là, il faut peut-être faire un effort. Mais ça marche pas dans ce sens-là, non. Sinon. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Parce qu'on répond à un besoin de la part des startups ou des PME ou des grands groupes. Donc ce besoin-là, effectivement, fait qu'on va aller chercher le développeur. Mais à l'inverse, on ne peut pas aller, si tu veux, prendre le temps d'aller contacter l'entreprise pour pusher un CV, etc. Enfin, c'est beaucoup trop.
Ouais, exactement. Absolument, ouais. Et nous, c'est dans notre process finalement de te demander ce que c'est un peu le job idéal, quelle techno tu as envie d'utiliser demain, ce sur quoi tu te projettes, quel secteur d'activité, quel type d'entreprise. Et aujourd'hui, je crois que c'est 350. Enfin, aujourd'hui, on accompagne 350 ou 400 startups. Donc dedans, enfin, moi, j'ai rarement vu de personnes qui n'avaient pas ce qu'on. Non, très peu, non. Très très peu. Non, parce que généralement, en fait, voilà, les candidats qui viennent de toute façon chez nous, que l'on chasse, du coup, qui sont, si tu veux, préqualifiés une première fois au téléphone, où on valide juste les grandes lignes de la recherche, donc localisation, salaire, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars de ta société, qu'est-ce que tu as envie de faire demain. Et si sur ces grands critères-là, ça match, du coup, on est quasiment certain qu'on aura au moins 1 à 3 opportunités à te proposer si tu viens chez nous. Donc à ce moment-là, on se rencontre. Et si on les a pas, on ne te fait pas venir finalement nous rencontrer, parce que Ouais. ça sert à rien. On Absolument. te fera perdre du temps. Plus de questions? Mais ça, par contre, moi, je t'invite à postuler en direct, hein. S'il y a des entreprises, enfin. Ah ouais, n'hésitez pas, allez-y en direct encore une fois. Ok. Qui s'appelle? Qui s'appelle comment? Aspertise. Je connais pas. Bon bah, Postule en direct. tu vois, on est diffusé apparemment en différé, donc Aspertise, vous avez un candidat potentiel. Bien sûr. Bah en fait c'est ça, c'est que au fur et à mesure de l'évolution de la société, de la startup en l'occurrence, tu vas avoir différents postes qui vont s'ouvrir. Classiquement, il va y avoir les développeurs au démarrage, les premiers développeurs qui vont accompagner le CTO. Dans ces développeurs, idéalement, on va essayer de retrouver un futur lead développeur. Ensuite, tu vas avoir potentiellement d'autres jobs qui vont s'ouvrir, comme le DevOps, comme le UX UI, comme tu vois, le Product Owner, etc. Enfin, c'est des postes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure que la sauce startup grossit. Donc, si tu veux, il faut qu'effectivement, tu arrives dans la société au moment où elle a besoin d'un profil comme le tien. Ce qui n'est pas dit, en fait, ça dépend de son stade d'évolution. Voilà. Plus de questions? Bah, merci Merci beaucoup. beaucoup.